L'heure H. Jean-Louis Lahaye. État du Colorado, contrée des plaines et de la vallée de San Luis. Non loin de l'extrême sud du pays, l'immensité de ce territoire porte en elle l'héritage des colons et de leur histoire. Le centre économique de la vallée, la ville d'Alamosa, se situe bien loin de la capitale de l'État, Denver. Deux mondes s'opposent ici. D'un côté, les mégalopoles immenses et qui drainent un flux de population énorme et continu. De l'autre, le Colorado rural, celui des ranchs et des champs de culture qui s'étendent sur plusieurs dizaines d'hectares. C'est à cette seconde catégorie qu'appartiennent les King depuis plusieurs générations. Agnès et son fils Harry sont ensemble à la tête du plus gros ranch de la région. Une véritable institution, installée sur un territoire qui s'étend à perte de vue et qui accueille les chevaux de nombreux propriétaires. Ah, il fait bon vivre au Harry King Ranch, du moins en temps normal. Depuis un peu moins de 48 heures, c'est plutôt un sentiment prenant d'inquiétude qui se mêle à une cohue indescriptible. Un cheval a disparu. Oh, rien de bien inquiétant de prime abord. Les animaux qui ne rentrent pas un soir, ça peut arriver. Mais plus les heures passent, plus la crainte prend une place déterminante. Agnès et son fils, bride en main, parcourent donc leur propriété à la recherche de l'animal manquant. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Un soleil violent et impitoyable s'élève dans le ciel. Nous sommes le 9 septembre 1967. Il est 8h30 et c'est l'heure H de mon histoire. Agnès King s'époumonne à appeler l'animal. Elle espère certainement voir arriver au galop la magnifique jument à Palosa, le crâne mêlé au vent. Harry, lui, sourit en coin. Un cheval, ça ne se retrouve pas de la même manière qu'un chien, faut le pister. Et si la bête a décidé de se faire la malle, l'appeler gentiment ne sert à rien. C'est pourquoi, attaché solidement à la selle, le gestionnaire du ranch n'oublie jamais d'emporter son lasso. Bien moins gentillet, beaucoup plus efficace. Ses pâturages, il les connaît comme sa poche. Il y conduit lui-même les animaux le matin et les ramène bien au chaud dans les granges rouges du domaine le soir. Cette situation n'a donc aucun sens. Rien de ce qu'il peut voir, rien de ce qu'il peut ressentir non plus ne semble logique. Pour la première fois, il se sent étranger sur ses propres terres et observe une situation qu'il ne semble pas pouvoir maîtriser. Dressé sur ses étriers à la manière d'un cow-boy des plaines de l'Ouest, Harry King prend assez de hauteur pour que ses yeux puissent balayer une zone étendue autour des écuries. Mais rien. Pas l'ombre d'un cheval. Pourtant, la robe tachetée de l'animal devrait permettre de la localiser avec facilité. Ne dansent que les hautes herbes sous la musique du vent. Ce matin, les Kings n'ont pas encore sorti les autres chevaux du ranch. Le silence n'est ainsi entrecoupé que des piaffements des bêtes impatientes. Mais elles ne vont pas avoir d'autre choix que d'attendre. Le propriétaire des lieux est trop inquiet. Il va falloir percer à jour ce mystère une bonne fois pour toutes. Harry se tourne vers Agnès. « Maman, pas le choix, je vais devoir boucler la zone, la quadriller, et y passer la journée s'il le faut. Cette jument n'a jamais eu un instinct de fugueuse. » Agnès acquiesce. Cette disparition est inquiétante. Impossible de le nier. « Écoute, je viens avec toi. » Chapeau vissé sur le crâne, il se lance à la poursuite de la jument évaporée. Qu'il se rassure. Elle ne le restera pas longtemps. Quelques minutes plus tard, Harry King, perché sur ses étriers, siffle afin d'attirer l'animal. Mais sa technique n'est pas plus efficace que celle de sa mère. Éloigné de près de 500 mètres des installations du domaine, le quadragénaire désespère. Il n'y a rien d'autre que lui et les prairies. Au loin, les montagnes de la vallée semblent se moquer de lui.
Le rancher commence à perdre patience. Il ne comprend pas. Un cheval, ça ne peut pas disparaître comme ça. Il s'est passé quelque chose. Dans la région, aucun prédateur ne peut décemment venir s'attaquer à un troupeau. Des coyotes qui tuent des chevaux, ce serait une première. Alors quoi? La jument aurait-elle pu avoir soudainement des envies d'aventure et partir aussi vite que possible à l'autre bout du Colorado? Harry King grogne, parce que c'est peu probable. Et puis, il y a ce sentiment qui l'assaille, une appréhension inhabituelle. Il n'est pas coutumier du fait. Ce mauvais pressentiment, assurément, est vecteur de quelque chose de sournois, de latent. Oui, il s'est passé quelque chose. Mais quoi? L'homme ne va pas tarder à obtenir les réponses à ces questions. En effet, Agnès, contrairement à son fils, a la bougeotte. Elle ne se perche pas sur ses étriers, non. Elle galope, écrase des sabots de son cheval les brins d'herbe qui camouflent l'indicible. C'est alors qu'elle trace un cercle autour du ranch à environ 400 mètres de bâtiment qu'elle est saisie d'une vision d'horreur. Elle a trouvé quelque chose. Son cri résonne au travers des plaines. Elle n'a pas le temps d'appeler Harry, qu'il est déjà près d'elle. Le rancher ne peut retenir un cri étouffé. Couchée dans l'herbe, gît la jument, tant recherchée. Morte, mais ce n'est pas la faucheuse qui leur évoque ce sentiment de terreur. C'est l'état de la dépouille. Écorchée, la bête est privée de sa chair au niveau des épaules et du cou. Ne restent que les cervicales et les os qui jonchent le sol, totalement blanchis. Il n'y a plus de viande, ni au niveau de la nuque, ni même sur la tête de l'animal. Oh, mais le plus étrange n'est pas là. Il n'y a plus de sang non plus, plus une seule goutte, alors même que la bête devrait baigner dans une mare rougeoyante. Harry King, les jambes flageolantes, descend de sa monture, observe la zone. Il ne découvre aucune trace autour de la dépouille, ni animale, ni humaine. Le mystère s'épaissit encore lorsque l'homme découvre que les coupures au niveau du cou et de la tête sont extrêmement lisses, nettes. Il redresse la tête vers sa mère. Dans ses yeux peut se lire l'horreur. « Maman, fais mander les propriétaires de Snippy, ils doivent venir voir ça. » Le lendemain matin, à la première heure du jour, les Lewis, qui ont acheté la jument Snippy il y a 2 ans de cela, sont au ranch des King. Agnès et Harry ont balisé la zone afin de mieux retrouver la dépouille au centre de toutes les attentions. Mais ces piquets ne servent à rien. En effet, une odeur terrible, nauséabonde, a recouvert toute la zone et guide la petite troupe vers le cadavre de Snippy. C'est Agnès qui met le doigt sur le type de parfum qui les prend tous aux tripes. Du sucre. On dirait du sucre qui a brûlé. Elle a raison. Sur des dizaines de mètres à la ronde, une odeur rance, sucrée mais des plus dégoûtantes, a envahi le paysage. Le tout en quelques heures. La veille, alors que Snippy venait d'être découverte, ils n'ont remarqué aucune trace d'une quelconque effluve auprès de son cadavre. Mais c'est pas tout. Harry, intrigué par ce qu'il sent, le nez dans son bandana, arpente le secteur. Il découvre en premier lieu que les os du cheval ont changé de couleur. Ils sont passés du blanc à un rose assez vif et étonnant. Le propriétaire du ranch commence à sérieusement se poser des questions. Ce qu'il se passe ici n'est vraiment pas normal. Mais la surprise et l'étonnement vont laisser place à la stupéfaction. Agnès interpelle son fils un peu plus loin. Elle vient de mettre la main sur une zone particulièrement bizarre au sein de laquelle des buissons ont été écrasés. Pire, des cercles semblent avoir été tracés par ce qui pourrait ressembler à des réacteurs d'avion ou d'aéronefs. Ouais. Vous avez dit étrange. Près de la carcasse, le propriétaire de la jument malheureusement décédée se penche sur la dépouille afin de rendre un dernier hommage à son animal. Mal lui en a pris. Alors qu'elle pose sa main sur ce qu'il reste de l'encolure, sa main instantanément rougit comme victime d'une brûlure. Les chairs de la jument sont si chaudes qu'il est impossible de les toucher. Ça non plus, c'est pas commun.
Certes, le soleil du Colorado est chaud, oui, mais jamais il n'a la capacité de faire cuire la viande. C'est du délire. Instantanément, les témoins de ces événements des plus inhabituels se mettent d'accord sur 3 choses. Partir tout de suite, pour éviter de respirer cette odeur qu'ils ne connaissent pas. Ensuite, ils conviennent de laisser la dépouille de l'animal là où elle est, afin de pouvoir revenir l'observer plus tard. Enfin, contacter le shérif du comté, le seul habilité à rendre officielles les observations qu'ils ont pu faire sur place. C'est Harry King qui contacte l'homme de loi du coin et qui lui fait part de ce qu'ils ont découvert. Les os blanchis qui changent de couleur, l'absence de sang alors même que la jument a été écorchée, les zones arrondies qui pourraient montrer l'atterrissage d'un engin inconnu. Tout cela semble montrer une chose. Cet animal est mort à la suite d'une intervention tierce, qu'elle soit humaine ou pourquoi pas extraterrestre. Lorsque Harry prononce ce mot, il ne reçoit qu'un immense éclat de rire en retour. Le shérif, qu'il connaît bien pourtant, ne croit pas un mot de ces sornettes. Il faut dire que le pays est en proie à de nombreuses histoires du genre, depuis des années. Et certains plus que d'autres refusent de croire qu'il se passe dans le ciel américain des choses inexpliquées. Visiblement, ce shérif est l'un de ces sceptiques. Allons Harry, tu sais bien que c'est certainement de la foudre qui a tué cette pauvre bête. Des orages. On en a régulièrement ici, à Alamosa. Ouais, certes, mais jamais la foudre ne pourrait rendre les eaux roses et donner l'impression olfactive de se trouver dans un stand de barbe à papa qui a brûlé. Mais Harry n'a pas envie de parlementer. Il a raccroché, énervé par la réaction qu'il obtient de la part des autorités. L'homme de loi ne va même pas se déplacer pour constater les dégâts. Tant pis. Dans ce cas, le Ranch King va passer à l'étape supérieure, avertir la presse et rendre l'affaire Snippy publique. Ce qu'Agnès et son fils ignorent en 1967, c'est que cette histoire de mutilation de bétail n'est pas nouvelle. Pas du tout même. Pire encore, la mort de la jument Snippy sur leur propriété n'est qu'une étape supplémentaire dans l'horreur. Les mutilations vont continuer et même se multiplier. Cela n'empêche que la question qui demeure est aussi centrale que préoccupante. Qui est coupable de ces abominations ? La nature ? Est-ce vraiment crédible ? Des fous furieux isolés alors ? Ça semble aussi peu probable lorsqu'on passe en revue certaines affaires. Alors ne reste que 2 options. Un programme militaire top secret ou une intervention non humaine, extraterrestre donc. C'est au cœur du mystère qu'aujourd'hui encore, nous plongeons. Notre histoire se poursuit le 5 octobre suivant. Nous sommes au ranch des King, qui depuis plusieurs heures déjà connaît une véritable effervescence. La presse, qu'elle soit locale, régionale et même nationale, s'entasse devant les barrières closes de la propriété d'Agnès et Harry. Et pour cause, devant le manque de réaction des autorités face à la terrible découverte de la jument mutilée et martyrisée, Harry a décidé de prévenir quelques journalistes. Ces derniers ont interviewé les témoins, y compris Agnès, sa mère. Et ce qu'elle a révélé aux hommes de presse a fait l'effet d'une bombe. La veille, au soir de la disparition de la jument, la vieille femme a remarqué dans le ciel, derrière le voile de ses yeux fatigués, une ombre inhabituelle. Ronde, elle fusait dans la Voie lactée, dégageant un son strident. Sans sa lunette, Agnès n'avait pas réussi à observer avec discernement ce qu'il s'était passé. Elle n'avait rien dit à son fils. Les journalistes avaient été les premiers à l'apprendre. Il n'en avait pas fallu plus pour provoquer un véritable raz-de-marée. L'indicible horreur, restée jusqu'ici inexpliquée, venait peut-être de trouver une cause. Ce serait une nouvelle fois des ovnis qui viendraient traîner dans le ciel et dans le quotidien des habitants du Nouveau-Mexique. Oui, une nouvelle fois, oui, puisque l'État est coutumier du fait, surtout depuis l'affaire Roswell, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
Les ufologues connaissent bien la région. Et puis, les journalistes aussi. Tout le monde est donc attentif depuis des années à ce qui peut se passer dans le sud du pays. Cette mystérieuse affaire de juments mutilés, donc, prend toute sa place dans l'imaginaire collectif. Jusqu'à présent, jamais les mouvements inexpliqués dans le ciel du pays n'avaient entraîné la mort d'êtres vivants. Imaginez que les ovnis puissent s'en prendre de cette manière à ce qui se trouve sur la Terre terrorise celles et ceux croyant à la vie extraterrestre. Ils ne sont hélas pas au bout de leur surprise. En effet, l'ahurissante situation ne fait que débuter. Et alors que le pays tout entier est persuadé que la pauvre Snippy est la première mutilée de l'histoire, certains chercheurs vont s'évertuer à dépoussiérer leur grimoire et y trouver un début d'explication. Les États-Unis ne sont pas les pionniers de cette vague de l'horreur. Durant la Renaissance, un autre pays, terrorisé, a déjà fait face à une telle épreuve, sans pouvoir là non plus s'en sortir indemne. Nous sommes à Londres, bien avant les événements que nous venons de relater. Nous sommes en 1606. Dans le palais royal de la capitale du pays, Jacques Ier le souverain sort d'une réunion avec son conseil privé. Il est totalement hébété. Des rapports affluent de toute la campagne environnante de la ville. Des paysans estomaqués ne cessent de se plaindre aux forces de l'ordre et aux agents du roi. L'hiver est polaire et la situation est très rapidement devenue critique, jusqu'au point d'orgue, celui d'aujourd'hui. Un conseiller est arrivé à la réunion avec les yeux cernés du poids de l'inquiétude. Il apporte de mauvaises nouvelles. Un des grands laboureurs de la région, dans la nuit, vient de perdre 100 moutons, tous massacrés et tailladés. Il manque à chaque bête les mêmes organes et surtout une partie de leur graisse et de leurs muscles. L'affaire intrigue. L'affaire inquiète. La campagne commence à s'agiter. Jacques Ier, évidemment, diligente une enquête. Elle ne donnera rien ou pas grand-chose. En effet, les incisions et les plaies relevées sur les très nombreux cadavres n'ont pas pu permettre d'affirmer qu'un quelconque animal s'est jeté sur le troupeau. Et puis, ce qui interroge par-dessus tout, c'est le nombre de victimes. Un prédateur peut aisément tuer 3 ou 4 brebis, mais au-delà, cela relève du massacre. Les semaines et mois suivant la période sombre vécue par les éleveurs de la campagne londonienne, le pouvoir royal conclura à une intervention humaine, évoquant notamment le fait que les assaillants auraient pu utiliser des feux d'artifice. Oui. Et puis plus rien. L'histoire fait son chemin et tout le monde, ou presque, semble oublier cette affaire de mutilation animale intrigante et inexpliquée. Ce n'est qu'à la fin des années 1880, toujours en Angleterre, que d'autres cas similaires sont rapportés aux autorités, sans plus de résultats. Il semble donc que, sans commune mesure, les États-Unis soient au XXe siècle le pays le plus touché par cette vague terrible de massacres animaliers. En effet, la jument Snippy va hélas être la pionnière d'un mouvement qui ne fera qu'empirer. En l'espace de quelques décennies, ce sont des dizaines de milliers de cas qui seront recensés au pays de l'oncle Sam. Pour autant, le mystère ne fait que commencer. Quel coupable se cache derrière une telle tuerie? Des détraqués? Le gouvernement? Ou, comme semblent le croire les Kings, des ovnis? Toutes ces questions méritent d'être posées. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H est consacrée à une histoire aussi mystérieuse qu'étonnante. Les mutilations de bétail à travers l'histoire et leur recrudescence aux États-Unis, à compter de la fin des années 60. Les animaux concernés, tués et découpés sans la moindre effusion de sang, sont au cœur d'un mystère qui interroge. Qui peut bien en vouloir à des animaux innocents dans des zones si vastes et à des moments si épars? La seule certitude, à ce stade, c'est que la mort de Snippy la jument n'est pas un cas isolé. Et c'est certainement cela
le plus inquiétant. Notre enquête continue à Taos, au cœur du Nouveau-Mexique. Nous sommes le 13 septembre 1994. Larry Gardea est un chasseur expérimenté. Menuisier et charpentier, cet homme aime vivre au contact d'une nature qu'il respecte et qu'il connaît particulièrement bien. Aujourd'hui, comme lors de chaque jour de repos à la belle saison, le ténébreux moustachu a pris son fusil de chasse et la direction de la lisière de la forêt, non loin de la petite ville. Il cherche des dindes sauvages qui pullulent à cette période de l'année. Sa femme en raffole. C'est donc tout naturellement que Gardea se cantonne à parcourir les abords des champs et des prairies. Il se planque dans des bosquets et sous les arbres qui lui permettent de se rendre discret et invisible aux yeux de la nature qui l'entoure. Pas pour longtemps. Face aux chasseurs, placides et broutant une herbe encore riche et agréable, un troupeau de bovins ne remarque même pas sa présence. Larry, de son côté, se concentre sur les empreintes découvertes non loin de sa position et qui le conduisent à un couple de dindes. Il s'apprête à les débusquer lorsque résonne à ses oreilles un bruit strident des plus désagréables. Les oiseaux dans les branches s'envolent, les dindes disparaissent et le troupeau non loin s'agite lui aussi avec vigueur. D'instinct, Gardea se retourne, note que le son aigu qui endolorit ses tympans semble venir des arbres un peu plus loin. Déstabilisé, incapable de fuir, l'homme regarde le bétail filer à contresens et se diriger vers l'horizon. Ce qu'il remarque aussi, c'est la présence sur le sol de 2 vaches inertes, reines mortes. Lorsqu'il s'approche des dépouilles, Larry est stupéfait. Une première vache présente un trou béant comme découpé avec précision d'une taille de 7 cm au niveau des reins. Pas de sang. La partie droite de la gueule de l'animal a aussi été disséquée sans effluve de sang. Un deuxième animal, gisant sur le côté, est aussi mutilé. Mais Larry n'a pas le temps de l'observer que son attention est attirée par la lisière un peu plus loin. Au-dessus des arbres, à plus ou moins 5 mètres de haut, une vache flotte dans les airs, meuglant de peur et de douleur. Sans pouvoir apercevoir ce qui la retient prisonnière, le chasseur brandit son arme et tire vers les arbres 2 fois. Et le son s'arrête. La vache s'écrase au sol, morte. Choqué, Gardea va alors se rendre aux autorités, parler de cette sonorité si désagréable et de ce champ d'énergie qui s'est emparé des vaches. Son témoignage, comme les autres, n'est pas vraiment pris au sérieux, jusqu'au moment où les animaux sont découverts. Larry Gardea ne semble pas avoir menti. Le mystère s'épaissit davantage. Les premiers témoins de ces événements à la fin des années 60 ont tous trouvé porte close. Personne, ou presque, si l'on accepte les ufologues, ne croyait à une quelconque implication étatique, militaire ou extraterrestre dans les assauts menés contre les têtes de bétail. Mais le rapport de force ne tarde pas à s'inverser. En effet, le même mode opératoire est observé d'un cas à l'autre. Et surtout, la minutie des prélèvements d'organes réalisés sur les animaux pose tout particulièrement question. Comment expliquer, alors que des taureaux ou des étalons sont retrouvés sans yeux dans leurs orbites, ces interventions résultant d'un acte chirurgical très précis? La première des options envisagées est évidemment rationnelle. Les représentants des autorités sont formels, il s'agit d'attaques prédatrices. Des chiens sauvages, des coyotes, des loups même. Dans certains États, les coupables désignés intègrent une liste noire. Oui, mais voilà, ça ne tient pas debout. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien justement, parce que les animaux tués sont retrouvés avec des mutilations qui ne ressemblent en rien aux attaques que des prédateurs peuvent faire. Comment expliquer que des coyotes puissent extraire des yeux de leur cavité,
sans s'attaquer au reste de la carcasse. Ça ne semble pas avoir de sens. Et puis, les ressemblances entre les cas, trop importantes pour être laissées de côté, interrogent elles aussi. De nombreux animaux ont les pattes brisées. Des marques en haut des sabots semblent rappeler des sangles ou des cordages. Un appareil aurait-il été chargé de soulever les animaux dans les airs? Et pour quelle raison? Afin de les emmener quelque part pour les observer et les disséquer? Très étonnant, évidemment, puisqu'on retrouve systématiquement les carcasses dans les champs des propriétaires. C'est à la suite de l'emballement vécu par une partie du pays à la fin des années 1960 et aux constatations observées que le gouvernement américain est appelé à réagir. Sans résultat. Chaque fois, la réponse est la même. La cause des morts est naturelle. Alors, les éleveurs, loin d'être convaincus par ces réponses, changent leur fusil d'épaule et se décident, comme les Kings après la mort de la jument Snippy, à faire appel à la presse. Ce sont donc des journalistes, plus que des politiques, qui vont s'emparer en premier lieu de l'affaire. 2 d'entre eux vont particulièrement se faire remarquer. Il s'agit de David Perkins et de Chris O'Brien. Durant près de 2 décennies, ils vont s'employer à percer le mystère et à tenter de conscientiser l'opinion sur ce qu'il peut se passer dans les champs américains. En tant que journalistes d'investigation, leur premier objectif, avant même d'observer les cadavres, est de recouper les témoignages. Et comme pour celui de Madame King en 1967, une constante revient très régulièrement chez les témoins. L'observation, la veille ou les heures précédant le drame, de boules lumineuses dans le ciel, qui rappellent des avions ou des soucoupes volantes. Mais c'est pas tout. En passant à l'étude des cadavres, les journalistes parviennent, et c'est une véritable surprise, à mettre en lumière des similitudes. Sur des milliers de cas observés, ce sont toujours les mêmes organes qui manquent. Les systèmes de reproduction, la langue, 1 ou 2 yeux suivant les situations, le larynx, la trachée. Une véritable boucherie donc, mais qui étonne par son manque de sang. Pas une seule goutte n'est retrouvée auprès des animaux. La région de Taos semble être particulièrement propice à ces agissements. Un éleveur du coin, du nom de Tom Reed, a même consigné le nombre de ces animaux qui ont été retrouvés avec des mutilations du même type. En tout et pour tout, plus d'une 30aine de têtes de bétail sont mortes en très peu de temps. Et chaque fois, les mêmes constatations. Les mêmes organes manquant et cette absence de sang. Bon, la seule différence, dans le cas présent, est le fait que l'éleveur n'a jamais vu de soucoupe volante, contrairement à certains autres témoins, mais tout de même. Toute cette affaire appelle à l'investigation. Celles et ceux qui attendent des interventions officielles menées par le gouvernement ou les autorités risquent bien d'être déçus. En effet, en 3 décennies, seule une enquête a été ouverte sur le sujet des animaux mutilés. C'était en 1978, sans l'appui de professionnels vétérinaires et sans autopsie aucune. La police du Nouveau-Mexique avait alors conclu à des attaques de prédateurs. Cependant, le FBI émet un rapport l'année suivante évoquant le chiffre démentiel de 8000 animaux touchés dans le seul État du Colorado. C'est ahurissant. Toujours pas d'OVNI, toujours pas de programme militaire secret selon les officiels. Mais des réponses toujours en suspens. La police locale de Taos, à la fin des années 1990, a bien tenté de relancer l'affaire, mais sans aucun appui fédéral, la démarche est tuée dans l'œuf. L'enquête a tout de même apporté de nouveaux éléments troublants. Un jeune taureau retrouvé mort a en effet subi une autopsie qui a révélé la présence très élevée de potassium dans son sang. Une teneur 70 fois plus élevée que la normale. Pas de traces de pneus, pas d'empreintes, rien autour de l'animal. Ainsi s'enlisent les investigations, étouffées au cœur du mystère. Si aucune trace au sol ne permet d'incriminer un homme ou un animal, faut-il pour autant tourner son regard vers le ciel? Peut-être bien.
Ce n'est pas pour rien si John Paternoster, représentant du ministère public au sein du 8e district du Nouveau-Mexique, eut en 1997 ces quelques mots lourds de sens. Nous n'avons toujours pas écarté la thèse OVNI, au contraire. Elle a toujours notre faveur. Alors que se cache-t-il derrière le mystère des bêtes mutilées? Disposons-nous aujourd'hui de réponses franches sur le sujet? Rien n'est moins sûr. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H vous guide au cœur de l'étrange. Depuis les années 1960, de terribles événements se produisent autour du bétail, particulièrement dans le sud des États-Unis. Des mutilations immondes, calculées, précises, entraînent la mort de milliers d'animaux innocents. Sans preuve sur les responsables de ces massacres, les investigations s'enlisent. La théorie d'une intervention OVNI prend de l'ampleur et rien, aujourd'hui, ne semble en mesure de pouvoir la contredire. Après 3 décennies d'un mystère insoluble, les langues qui se délient de plus en plus permettent au moins de pouvoir continuer les recherches à propos de ces fameux cas de mutilation. Les enquêteurs officiels, s'ils ne cherchent pas absolument à invalider la possibilité d'immersion extraterrestre dans le ciel américain, restent néanmoins à l'affût d'une éventuelle interaction humaine. Cette théorie, cependant, prend rapidement du plomb dans l'aile et perd en crédit lorsqu'on la confronte aux preuves retrouvées sur le terrain. Pas une seule empreinte humaine, ni même un objet ou une quelconque trace. Non, rien. Reste la possibilité d'une machine militaire venant enlever les bovins dans le ciel. Un hélicoptère, peut-être. Mais ça ne colle pas avec le témoignage du chasseur qui a vu une vache voler dans les airs sans aucun engin aérien. Dans cette affaire, encore plus que dans d'autres, l'étrangeté répond à l'incohérence. Si à la fin des années 60 et au début des années 70, le gouvernement semblait assez peu réceptif à l'idée de faire cas de ces événements, la donne change quelque peu entre 1975 et la fin des années 90. Pour preuve, ces notes émises par le FBI et ce retournement de situation avec les enquêtes menées au niveau local et dont nous venons de parler. Ces mêmes enquêteurs ont d'ailleurs prouvé à de nombreuses reprises que les blessures retrouvées sur les animaux pouvaient ressembler à celles émises par des rayons laser. Il n'en fallut pas plus pour que les théories les plus farfelues s'engouffrent dans cette brèche. Certaines personnes ont par exemple affirmé que les États-Unis développaient un laser portatif utilisable avec des piles, assez puissant pour tuer un animal et le mutiler. N'arrête pas le progrès. Si des dispositifs laser chirurgicaux, utilisés notamment sur les champs de bataille, ont été développés, et si l'US Army fait miroiter la mise au point d'un canon laser anti-aérien, est-il bien raisonnable d'imaginer une pareille situation? Des soldats américains arpentant les champs du Nouveau-Mexique pour tester leurs armes sur du bétail. Le tout via des hélicoptères leur permettant de ne pas mettre pied à terre. Il faudrait tout de même une précision remarquable pour chaque fois viser les mêmes parties du corps des animaux touchés, et ce, pour plusieurs dizaines de milliers de cas. D'autres cas interrogent et pourraient permettre de relier les actions à la présence d'un aéronef ou d'un hélicoptère. Certaines vaches, en effet, sont retrouvées dans des états catastrophiques, difformes, les os brisés, comme si elles avaient été balancées d'une hauteur démentielle. Si tel est le cas, qu'est-ce que l'armée peut gagner avec le fait de mener de tels agissements? Tester la force de la gravité? Mutiler les bêtes en hauteur? Non, j'en sérieux. Cette hypothèse semble douteuse. Pourtant, d'aucuns continuent de poursuivre cette piste. J'en veux pour preuve certains témoins qui assurent avoir vu des vaches se faire embarquer par voie aérienne, piégées dans des harnais géants, ou bien
que des hélicoptères survolent les grandes plaines sans aucun bruit, comme s'ils étaient dotés d'un mystérieux moteur électrique. L'armée disposerait donc d'un dispositif anti-bruit. Mais pourquoi pas? Des études ont été menées à ce sujet, s'appuyant sur la technologie NOTAR, qui permet de stopper toute vibration. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit tout de même de capturer des animaux présents sur de grandes étendues de terre. Et un engin dans le ciel, motorisé ou silencieux, le bétail en a peur. Aucun doute sur ce point. Cette théorie est donc un peu bancale et exclut d'office une intervention extraterrestre, à moins que. Les ufologues les plus farfelus sont porteurs d'une théorie encore plus, particulière sur le sujet. Si les hélicoptères qui s'approchent du bétail et l'enlèvent sont silencieux, c'est en réalité parce que ce sont des hologrammes. Oui, des hologrammes. Afin de ne pas alerter la population et d'éventuels témoins sur leur présence, les extraterrestres camoufleraient visuellement leur vaisseau grâce à ces images d'hélicoptères bien humains. Et je vous laisse juger de la pertinence de cette option. Au milieu des années 90, les journalistes enquêteurs dont nous parlions tout à l'heure, Perkins et O'Brien, se sont planqués de nuit avec des instruments de captation de mouvement. Pourquoi ? Pour prouver la présence de technologies silencieuses dans le ciel du Nouveau-Mexique. Verdict. Une lumière étrange, mais qui ne s'est pas arrêtée pour enlever des vaches. Perdu donc. Évidemment, le mystère reste entier au sujet de ces cas de mutilation. La théorie la plus probable est celle d'une intervention humaine réalisée par des fêlés se servant d'une espèce d'émulation pour agir. Un cas en entraînant un autre à l'autre bout de l'État parce qu'un imitateur a décidé d'agir de la sorte. Ce type d'effet boule de neige a déjà été vu par le passé dans d'autres affaires. Et l'absence de traces, vous allez me dire, Là, vous marquez un point. Notons tout de même que ces animaux affreusement mutilés vivent au milieu de troupeaux présents dans des zones de pâturage immenses, qui couvrent, dans la majorité des cas, au moins une dizaine d'hectares. Les bêtes mortes ne sont ainsi pas toujours découvertes le lendemain du méfait. La zone a donc le temps d'être foulée par les autres animaux, balayée par le vent, et j'en passe. Retrouver une empreinte relève alors du miracle. Et puis, un hélicoptère dispose de pales qui, avec la puissance du vent, apposent sur le sol des marques caractéristiques. Si sur les scènes on ne retrouve pas d'empreinte humaine, il n'y a pas plus de traces du passage d'un hélico. Il y a aussi un autre point, loin d'être négligeable. Si le nombre des agressions fut impressionnant et exponentiel durant 30 ans, la situation d'aujourd'hui est loin d'être la même. En effet, les recensements d'affaires de ce genre sont aux États-Unis beaucoup moins nombreux. Cela doit logiquement nous interroger. Pourquoi ceux qui voulaient du mal aux animaux hésitent-ils à continuer leur basse manœuvre? Par crainte d'être attrapés? Peu probable. Auraient-ils pris peur de la médiatisation du phénomène? Peut-être même que l'armée aurait terminé sa phase de test et ainsi laisserait le bétail paître en paix. Tout cela est interpellant, mais c'est aussi ce qui fait le charme de tout ce scandale après tout. Il est aussi profond que nébuleux. Quoi qu'il en soit, le mystère entourant la mort et le dépeçage en règle des têtes de bétail reste entier. Pire encore, le phénomène n'est pas terminé. On estime notamment qu'aux États-Unis, le nombre de cas rapportés dépasse très largement les 10 000 ou 20 000 depuis 1967. C'est énorme! Reste à savoir qui ou quoi se cache derrière ce massacre organisé. Ce qui est étonnant, interpellant, c'est que cette situation mise en lumière depuis une soixantaine d'années existe en réalité depuis bien plus longtemps, que le mode opératoire d'un cas à l'autre est semblable. Tout ce que nous pouvons en dire, c'est qu'à ce jour, personne ne semble avoir la capacité d'apporter une réponse claire aux interrogations. Les dossiers continuent donc d'être ouverts et attendent d'être relancés. En 2001, par exemple, Ted Barnes, qui fut un chef d'unité sur les crimes concernant les équidés, publia un très long rapport après des décennies d'enquête. Ces résultats
n'ont convaincu qu'une partie de l'opinion. D'après lui, près de 80% des cas de mutilation n'ont pas été réalisés par des humains, mais par d'autres chevaux, des prédateurs et même par les animaux concernés eux-mêmes. Il reste tout de même 20% des cas qui relèvent de l'inexplicable. Et ce n'est pas une paille. Ce n'est pas sans rappeler d'ailleurs les cas déplorés en France et dans notre pays en 2020, où pendant des semaines, des chevaux et des ânes furent eux aussi mutilés. Cette fois par des humains, certes. Il n'empêche que ces criminels, à ce jour, et sans pour autant être des ovnis, sont eux aussi non identifiés. Voilà pour cette affaire, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.